Je me tenais devant le miroir du vestiaire du personnel de l'hôtel Palais Royal, ajustant mon gilet noir sur mon chemisier blanc impeccablement repassé. Le badge épinglé sur ma poitrine indiquait « Clara ». Ce n'était pas mon vrai nom, mais il était assez proche pour que je pense à répondre si on m'appelait. Mes mains tremblaient légèrement alors que je lissais le tablier noué autour de ma taille. Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant. J'étais directrice marketing, pour l'amour du ciel, pas serveuse, mais les situations désespérées exigent des mesures désespérées. Mon mari, Julien, se comportait étrangement depuis 3 mois. Des soirées tardives au bureau, des appels téléphoniques étouffés qu'il prenait dans une autre pièce, une nouvelle eau de toilette de luxe que je ne lui avais jamais achetée. Les signes classiques, je suppose, mais j'avais essayé de les ignorer. Nous étions mariés depuis 6 ans. 6 belles années, pensais-je, jusqu'à ce qu'il y a 3 semaines, je trouve une invitation glissée dans la poche de son manteau, gala annuel du groupe Valmont. Événement réservé exclusivement aux employés. C'est ce qui était écrit. Réservé aux employés. Pas de conjoint. Pas d'accompagnateur. Julien travaillait chez Valmont en tant qu'analyste financier senior. Il m'avait parlé de la soirée, bien sûr. Il avait dit que la présence était obligatoire, purement professionnelle, et mortellement ennuyeuse. Je l'avais cru au début, mais j'avais ensuite remarqué qu'il était allé chez un coiffeur de renom, qu'il s'était acheté un costume sur mesure chez un grand tailleur parisien et qu'il s'était mis à fréquenter la salle de sport de façon religieuse. Les hommes ne font pas ça pour un simple événement de travail ennuyeux. Ma meilleure amie, Chloé, travaillait pour une agence d'événementiel. Un coup de téléphone et je m'étais déniché un poste de serveuse de champagne à la fête même où mon mari insistait que je ne pouvais pas assister. J'avais dit à Julien que j'allais rendre visite à ma sœur à Lyon pour le week-end. Il avait semblé presque soulagé. La voix du responsable résonna dans le haut-parleur du vestiaire, tous les serveurs à vos postes. Ouverture des portes dans 5 minutes. J'ai pris une grande inspiration, j'ai saisi mon plateau et je suis sorti. La salle de bal était époustouflante. Des lustres en cristal pendaient au plafond, projetant une lumière dorée et chaleureuse dans toute la pièce. Des tables rondes drapées de lin blanc entouraient une piste de danse centrale. Un quartet de jazz s'installait dans un coin. Tout semblait élégant, coûteux, exactement le genre d'événement auquel il aurait été agréable d'assister au bras de mon mari si j'avais été invité. Je me suis positionné près du bar d'où j'avais une vue imprenable sur l'entrée. Les invités commençaient à arriver par petits groupes, riant et se saluant chaleureusement. J'ai reconnu certains visages des soirées de bureau de Julien des années précédentes, à l'époque où les conjoints étaient encore les bienvenus. Sarah, de la comptabilité, a fait signe à quelqu'un de l'autre côté de la pièce. James, du service informatique, a pris un verre de vin sur mon plateau sans même me regarder. C'était ça, le truc quand on était serveuse, on devenait invisible, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin ce soir-là. Julien est arrivé 20 minutes plus tard et mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Il était magnifique, plus beau que je ne l'avais vu depuis des mois. Son nouveau costume italien lui allait à merveille. Ses cheveux étaient coiffés avec cette pommade onéreuse que j'avais remarquée dans notre salle de bain. Il souriait, ce large sourire sincère que je voyais tout le temps quand nous nous étions rencontrés. Mais il ne me souriait pas à moi. Il souriait à quelqu'un derrière lui. Elle est entrée un instant plus tard et j'ai senti mon cœur s'effondrer. Elle était jeune, peut-être 27 ou 28 ans. De longs cheveux bruns relevés en un chignon élégant, une robe rouge qui épousait parfaitement ses courbes. Elle a touché le bras de Julien alors qu'ils entraient ensemble, riant de quelque chose qu'il venait de dire. J'ai serré mon plateau si fort que mes articulations sont devenues blanches. Champagne, ai-je réussi à dire alors qu'il passait près de moi. Julien a pris un verre sans même m'accorder un regard. La femme je devais connaître son nom a souri poliment et a secoué la tête. Je ne bois pas ce soir, a-t-elle dit, sa main effleurant brièvement son ventre. Un geste si rapide que j'aurais pu le manquer. Mais je ne l'ai pas manqué. Mon esprit s'emballait, elle ne boit pas, elle se touche le ventre, la façon dont Julien la regardait. Je me suis approché, faisant semblant de ramasser des verres vides sur une table voisine. J'ai entendu Julien la présenter à un collègue, voici Léa, notre nouvelle comptable senior. Elle a joué un rôle déterminant dans le projet de restructuration. Léa. C'était donc son nom. La soirée s'est poursuivie comme un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Je les regardais circuler ensemble dans la salle. Ils ne se touchaient pas beaucoup en public, mais il y avait une intimité dans la façon dont ils se tenaient l'un près de l'autre,
la façon dont Julien se penchait quand elle parlait, la façon dont les yeux de la jeune femme s'illuminaient quand il racontait une blague. D'autres collègues savaient manifestement quelque chose. J'ai vu les regards complices, les sourires en coin. Thomas, du service juridique, s'est approché d'eux à un moment donné, a frappé Julien sur l'épaule et a dit quelque chose qui a fait rougir mon mari. Léa s'est contentée de sourire sereinement. J'ai servi des boissons, débarrassé des assiettes et joué mon rôle à la perfection tandis que mon cœur se brisait en morceaux de plus en plus petits. Vers 20h, le PDG s'est levé pour porter un toast. Tout le monde s'est rassemblé avec son verre de champagne. Je me suis posté près de la table de Julien et Léa, assez près pour entendre chaque mot. Je tiens à remercier tout le monde pour votre travail acharné cette année, a commencé le PDG. Nous avons eu des changements importants, des restructurations, et je sais que cela n'a pas toujours été facile, mais je suis particulièrement fier du travail que Julien Mercier et Léa Rivière ont accompli ensemble. Julien, Léa, pourriez-vous vous lever? Ils se sont levés et la salle a applaudi. J'avais l'impression que j'allais être malade. Le PDG a continué, leur dévouement pour le dossier Beaumont a été remarquable. De longues heures, des week-ends, des nuits tardives. Ils se sont vraiment surpassés en tant qu'équipe. À Julien et Léa. À Julien et Léa, a répété la salle en écho. Mais c'est ce qui s'est passé ensuite qui a glacé mon sang. Alors que tout le monde buvait et que le PDG se rasseyait, Thomas du juridique a levé son verre à nouveau, plus fort cette fois, ayant visiblement bu quelques verres de trop, et trinquons au futur couple heureux, Julien et Léa. C'est pour quand le mariage, vous deux? La salle est devenue silencieuse pendant un battement de cœur. Puis quelques personnes ont ri maladroitement. D'autres ont rapidement changé de sujet. Mais Léa et Julien ont échangé un regard. Un regard que j'avais vu passer entre nous 1000 fois au cours de notre mariage. Un regard d'entente, de secret partagé, d'amour. Je devais sortir de là. J'ai posé mon plateau sur la table la plus proche et j'ai marché rapidement vers le couloir de service, ignorant le regard confus de mon superviseur. Dans le couloir vide, je me suis appuyé contre le mur, la poitrine haletante. Le mariage. Il prévoyait de l'épouser, ce qui signifiait qu'il prévoyait de divorcer de moi. Mon Julien, mon mari depuis 6 ans, l'homme qui avait promis de m'aimer pour toujours. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Peut-être 5 minutes, peut-être 15. Mais peu à peu, le choc a commencé à s'estomper, remplacé par autre chose. La colère. Une colère blanche, brûlante et clarifiante. Je n'allais pas m'effondrer. Pas ici. Pas maintenant. J'étais venu ici pour la vérité et je l'avais obtenue. Mais je voulais plus que la vérité. Je voulais qu'il sache que je savais. Je voulais voir la tête de Julien quand il réaliserait que sa tromperie si soigneusement orchestrée s'était écroulée. Je me suis ressaisi, j'ai arrangé mes cheveux et je suis retourné dans la salle de bal. Le dîner était servi. J'ai délibérément pris le plateau destiné à la table de Julien et Léa. Alors que je m'approchais, Julien était penché vers Léa, lui chuchotant quelque chose qui la faisait rire. J'ai posé les assiettes devant eux d'une main ferme. « Votre dîner ?» ai-je dit, la voix claire et calme. Julien a levé les yeux, et pendant un instant, rien ne s'est passé. Puis ses yeux ont croisé les miens. Vraiment croisés. J'ai vu la seconde précise où il m'a reconnu. Son visage est devenu complètement livide. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Léa nous regardait, confuse. Camille, la voix de Julien n'était qu'un murmure. « Bonjour, mon chéri », ai-je dit, ma voix douce comme le miel et tranchante comme une lame. Quelle coïncidence de te croiser ici, à cet événement réservé aux employés. Les yeux de Léa se sont agrandis. « Camille ? Camille, ta femme ?» J'ai souri à la jeune femme. « C'est bien moi. Et vous devez être Léa. J'ai tellement entendu parler de vous. Enfin, en fait, je n'ai absolument jamais entendu parler de vous. Mon mari a oublié de mentionner qu'il entretenait une relation de travail aussi étroite avec quelqu'un, surtout quelqu'un qu'il a apparemment l'intention d'épouser. » Les gens aux tables voisines avaient arrêté de manger et nous observaient. Julien s'est levé si brusquement que sa chaise est tombée à la renverse. « Camille, ce n'est pas. Tu ne comprends pas, ah bon ?» J'ai gardé une voix égale, mais assez forte pour que les gens autour entendent. « Laisse-moi te dire ce que je comprends. Je comprends que mon mari me ment depuis des mois. Je comprends qu'il a une liaison avec sa collègue.
Je comprends qu'elle est enceinte. Oui, Léa, j'ai remarqué que vous ne buviez pas. Et je comprends qu'il a apparemment l'intention de me quitter pour elle. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? La main de Léa a volé vers son ventre, son visage était pâle. Julien a voulu me prendre le bras, mais j'ai reculé. Camille, s'il te plaît, pas ici. Allons discuter dehors. Pourquoi pas ici? Ai-je demandé. Ce sont tes amis, tes collègues, des gens qui étaient manifestement au courant de tout cela depuis des mois alors qu'on me gardait dans l'ignorance. Pourquoi ne devraient-ils pas entendre la vérité? Ou prévoyais-tu de continuer à mentir? De leur dire que nous avons divorcé discrètement? Peut-être dire que j'étais instable ou exigeante, ou n'importe quelle histoire que tu aurais inventée. Ce n'est pas comme ça, a dit Julien désespérément. J'allais te le dire. J'avais juste besoin de trouver le bon moment. Le bon moment? J'ai ri, et le son était dur, même à mes propres oreilles. C'était quand, Julien? Quand elle serait en salle d'accouchement? Quand tu aurais déménagé, ou allais-tu simplement me laisser le découvrir toute seule? Léa s'est levée à son tour, la voix tremblante. Je ne savais pas qu'il était encore marié. Il m'a dit que vous étiez séparés, que le divorce était presque finalisé. Il m'a montré des papiers. Je l'ai regardé et, malgré tout, j'ai ressenti une pointe de pitié. Elle était jeune, enceinte, et apparemment, on lui avait menti à elle aussi. Quels papiers? Ai-je demandé. Des papiers de divorce? Il a dit que vous les aviez signés. Que vous n'aviez plus qu'à les déposer au tribunal. Je me suis tourné vers Julien. Des papiers de divorce? Je n'ai jamais signé de papiers de divorce. Je ne savais même pas que notre mariage battait de l'aile jusqu'à ce qu'il y a 3 mois, quand tu as commencé à te comporter comme un étranger. Le visage de Julien s'est décomposé. Le PDG était maintenant debout, se dirigeant vers nous. Cela allait devenir très officiel, très vite. Mais j'avais encore une chose à dire. Je suis venu ici ce soir parce que je soupçonnais mon mari de me tromper. J'en ai eu la preuve, mais maintenant, je suis curieuse de savoir autre chose. Léa, vous avez dit que vous étiez comptable senior et que vous travailliez sur le compte Beaumont avec Julien. Elle a acquiescé, confuse par ce changement de sujet. Et Julien, tu es analyste financier senior, n'est-ce pas? Ce qui signifie, Léa, que vous auriez accès à tous les dossiers du compte, à toutes les transactions. J'ai regardé Julien et j'ai vu la peur traverser son visage, une peur réelle. Je suis directrice marketing, mais j'ai travaillé dans la finance autrefois, et quelque chose me turlupine. Julien a dépensé beaucoup d'argent ces derniers temps. De nouveaux vêtements, une nouvelle voiture, des dîners luxueux. Il prétendait que tout cela provenait d'une prime, mais j'ai vérifié nos comptes bancaires. Il n'y a eu aucune prime. Alors, d'où venait cet argent? Le PDG était juste à côté de nous maintenant. Qu'est-ce que vous suggérez? J'ai croisé son regard. Je suggère que quelqu'un devrait auditer le compte Beaumont très attentivement. Toutes ces nuits tardives, toute cette restructuration. Je me demande simplement si tout est vraiment ce qu'il semble être. Le visage de Julien était maintenant grisâtre. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais si, je savais. J'avais trouvé le téléphone secret il y a 2 semaines, caché dans son sac de sport. J'avais vu les messages, pas seulement ceux adressés à Léa, mais aussi à un certain Alex. Des messages sur le transfert de l'argent, sur la nécessité de le garder propre dès qu'il ne restait plus que quelques mois. À l'époque, j'avais pensé qu'il s'agissait de cacher des actifs pour un divorce. Mais en voyant la réaction de Julien, j'ai compris que c'était bien pire. L'expression du PDG était passée de l'inconfort au sérieux le plus absolu. Léa, je dois vous demander de me suivre. Julien, vous aussi, nous devons parler en privé. Il a fait signe à la sécurité. Alors qu'on les escortait, Julien s'est retourné vers moi. Camille, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Tout a échappé à mon contrôle. Je n'ai jamais voulu. Tu n'as jamais voulu te faire prendre, ai-je fini pour lui. C'est ça que tu n'as jamais voulu. J'ai quitté l'hôtel ce soir-là sans réclamer ma paye de serveuse. Je n'en avais pas besoin. Je suis rentré chez moi, j'ai fait un sac et j'ai pris une chambre d'hôtel. Le lendemain matin, j'ai appelé le meilleur avocat spécialisé en divorce de la ville. Le lundi après-midi, j'avais également contacté la brigade financière.
Si Julien avait détourné de l'argent du groupe Valmont, c'était un crime financier grave. Le divorce devrait attendre la fin de l'enquête criminelle. L'affaire a éclaté 3 semaines plus tard. Julien siphonnait de l'argent du compte Beaumont depuis plus d'1 an. De petites sommes au début, puis des montants de plus en plus importants. Il avait créé de fausses factures, des sociétés écrans, et s'était servi de Léa à son insu. Elle signait des documents qu'elle croyait légitimes. Quand Léa a découvert qu'elle avait été une complice involontaire, elle a pleinement coopéré avec les enquêteurs. Julien avait utilisé l'argent pour financer une vie de rêve, des rendez-vous coûteux avec Léa, un acompte pour un appartement de luxe où il prévoyait de commencer sa nouvelle vie, et des investissements en crypto-monnaie qui avaient pour la plupart échoué. Il avait prévu de me quitter une fois qu'il aurait mis assez d'argent de côté, de divorcer, d'épouser Léa et de vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Au lieu de cela, il risquait plusieurs années de prison ferme. Léa a perdu son emploi mais n'a pas été inculpée. Les enquêteurs ont déterminé qu'elle n'avait été qu'un pion dans le stratagème de Julien. Je l'ai croisée une fois, environ 6 mois plus tard, dans un café. Elle était visiblement enceinte et semblait épuisée. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Elle s'est encore une fois excusée. Je lui ai dit honnêtement que je ne la détestais pas. Je détestais Julien pour nous avoir menti à toutes les deux. Elle s'est mise à pleurer, disant qu'elle ne savait pas comment elle allait élever un bébé toute seule. Je lui ai donné le numéro d'un bon avocat en droit de la famille que je connaissais et je lui ai souhaité bonne chance. Elle méritait mieux que ce que Julien lui avait offert. Le divorce a été finalisé 8 mois après le gala. Julien a signé les papiers depuis le bureau de son avocat 2 semaines avant le début de son procès. J'ai tout récupéré, la maison, la voiture, mon compte d'épargne retraite qu'il prévoyait de vider. Je n'ai pas demandé de pension alimentaire. Je ne voulais pas un seul centime venant de lui. Je voulais juste être libre. Le procès a été brutal. Voir Julien dans un costume qui ne lui allait plus mince, vieilli, c'était étrange. Il a plaidé coupable pour éviter une peine plus lourde. Il a écopé de 7 ans de prison. Je ne suis pas allé à l'audience de condamnation. Chloé m'a accompagné pour finaliser les papiers du divorce à la place, et nous avons fêté ça avec du vin onéreux et de la cuisine thaïlandaise. 1 an plus tard, j'ai été promue directrice marketing senior. J'ai emménagé dans un nouvel appartement dans un meilleur quartier, un immeuble avec gardien et vue sur la ville. J'ai recommencé à sortir. Rien de sérieux, juste des cafés et des dîners. Cela faisait du bien de se sentir valorisé, d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à ce que j'avais à dire, de rire à des blagues qui étaient vraiment drôles. J'ai vu la mère de Julien une fois au supermarché. Elle s'est excusée pour son fils, disant qu'elle l'avait mieux élevé que cela. Je lui ai dit que j'appréciais son geste, mais que ce que Julien avait fait n'était pas de sa faute. Elle m'a demandé si j'irais un jour lui rendre visite en prison. J'ai dit non. Certains chapitres doivent être fermés définitivement, pas revisités. Thomas, du service juridique, celui qui avait porté le toast ce soir-là, m'a envoyé un message sur LinkedIn pour s'excuser de son rôle dans la tromperie. Il a dit qu'il pensait que Julien et moi étions divorcés, que Julien avait dit à tout le monde que nous étions séparés. Il s'en voulait terriblement de ne pas avoir posé plus de questions. Je lui ai dit que j'appréciais ses excuses et que j'espérais qu'il avait appris à ne plus prendre les choses au pied de la lettre. Il a répondu que c'était le cas. 2 ans après cette terrible nuit à l'hôtel Palais Royal, j'ai été invité à donner une conférence lors d'un sommet sur le marketing. Alors que j'étais sur scène en train de parler d'authenticité de marque et de confiance des consommateurs, j'ai réalisé quelque chose. J'avais passé 6 ans à construire une marque, le mariage heureux, le couple qui réussit, la vie parfaite. Mais tout cela n'avait été que de la publicité mensongère. La vraie Camille, celle qui se tenait là maintenant, était tellement plus forte que la femme qui avait suivi les mensonges de Julien. Pendant la séance de questions-réponses, quelqu'un m'a demandé comment je gérais les échecs professionnels. J'ai souri et j'ai dit, de la même façon que je gère les échecs personnels. Je regarde la vérité en face. Même quand c'est douloureux, j'établis un plan et je l'exécute avec tout ce que j'ai. Vous seriez surpris de ce que l'on peut accomplir quand on arrête de prétendre que tout va bien et qu'on commence à s'occuper de la réalité. Le public a applaudi. Après la présentation, plusieurs personnes sont venues me serrer la main, partager leurs propres histoires, me demander des conseils. J'ai réalisé que mon expérience, aussi douloureuse fut-elle, m'avait apporté quelque chose de précieux, une perspective, une force, la certitude que je pouvais survivre à tout.
Je pense encore parfois à cette nuit-là. À la façon dont mes mains tremblaient quand j'ajustais ce badge. À la façon dont mon cœur battait la chamade quand je servais du champagne à mon mari et à sa maîtresse. À la façon dont j'ai failli partir avant d'avoir toute la vérité. Je suis contente de ne pas l'avoir fait. Je suis contente d'être restée. Je suis contente d'avoir posé les bonnes questions et d'avoir refusé d'accepter les mensonges faciles. Parce que si je ne l'avais pas fait, je serais peut-être encore mariée à Julien. Je vivrais peut-être encore cette fausse vie. Je ne serais peut-être jamais devenue la personne que je suis maintenant. Chloé m'a demandé une fois si je regrettais d'être allée à cette fête, si j'aurais préféré engager un détective privé comme une personne normale. Je lui ai dit non. Il y avait quelque chose de puissant à le voir de mes propres yeux, à les confronter directement, à prendre le contrôle de la situation au lieu d'être une victime passive. Ce n'était peut-être pas le choix le plus malin. Ce n'était certainement pas le plus sûr. Mais c'était le mien. Ma décision, mon action, ma vérité. Julien m'a envoyé une lettre de prison le mois dernier. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai mise dans un tiroir avec toutes les autres lettres qu'il a envoyées au fil des ans. Peut-être qu'un jour je les lirai. Peut-être que je les brûlerai. Pour l'instant, ce ne sont que des mots sur du papier venant d'un homme que je connaissais autrefois, d'une vie que je vivais autrefois. J'ai 62 ans maintenant, et quand je raconte cette histoire à mes nièces, elles sont toujours sous le choc. Elles me demandent comment j'ai eu le courage de faire ce que j'ai fait. Je leur dis que ce n'était pas du courage, c'était une nécessité. Quand vous soupçonnez que la vie que vous menez est un mensonge, vous avez deux choix, continuer à la vivre ou découvrir la vérité. J'ai choisi la vérité. Cela a fait un mal de chien, cela a détruit mon mariage, cela m'a exposé au ragot et au jugement, mais cela m'a aussi libéré. L'hôtel Palais Royal est toujours là. Je passe devant parfois en allant au travail. Je n'y suis jamais retourné. Je n'en ai pas besoin. J'ai obtenu ce que j'étais venu chercher ce soir-là. Pas seulement la preuve de l'infidélité de Julien, mais la preuve de ma propre force. La preuve que je pouvais affronter le pire et en ressortir de l'autre côté. La preuve que je méritais mieux que ce que j'avais accepté. Si je pouvais remonter le temps et dire quoi que ce soit à la jeune femme que j'étais, debout dans ce vestiaire, tremblante alors que j'ajustais ce badge, je lui dirais ceci, fais-toi confiance. Quand tu sens que quelque chose ne va pas, c'est généralement le cas. Ne cherche pas d'excuses aux gens qui ne te respectent pas. Et ne te contente jamais, au grand jamais, d'être invisible dans ta propre vie, parce que tu n'es pas un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu es l'héroïne de la tienne. Cette nuit-là au Palais Royal a tout changé. Elle a mis fin à mon mariage, révélé une escroquerie criminelle et brisé l'illusion confortable dans laquelle je vivais. Mais elle m'a aussi redonné moi-même. La vraie moi, la femme forte, capable et déterminée qui refuse qu'on lui mente ou qu'on la prenne pour acquise. Et cela, malgré la douleur du voyage, vaut plus que n'importe quel certificat de mariage.